Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, l'épisode, je veux parler de la manœuvre de Smith et je veux faire le contre-argument. Je vous explique, donc ce matin, j'écoutais mes podcasts. J'écoutais Finances fondamentales. J'aime bien ce podcast, c'est un bon format. On prend un livre, puis Monsieur Finances fondamentales nous fait le résumé d'un livre sur la finance. Puis l'épisode que j'écoutais ce matin, c'était le livre sur la manœuvre de Smith que j'ai déjà lu, que j'ai lu l'année passée. Et puis il disait qu'il avait été très touché par la lecture de ce livre-là et qu'il voulait mettre en application, qu'il avait fait les démarches pour l'appliquer à sa propre situation avec sa propre hypothèque. Donc là, aujourd'hui, je veux parler de la manœuvre de Smith et je veux faire le contre-argument. OK? Puis là, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là pendant le podcast. Première chose que je dois dire, super important, un disclaimer, je ne suis pas accrédité pour faire la manœuvre de Smith. Il faut être accrédité. Donc le professionnel qui vous approche, qui vous dit oui, moi je peux vous aider à mettre en place la manœuvre de Smith pour vous, normalement devrait être accrédité, sinon il peut se faire poursuivre. C'est pour ça que dès le départ, ne m'appelez pas pour faire la manœuvre de Smith, je pourrais pas vous aider, j'ai pas le droit. Bon, cela dit, je veux quand même faire le contre-argument parce que je comprends une bonne partie de ce que c'est que la manœuvre de Smith. Et puis, je vais en parler, parce que mon opinion et peut-être que ça peut en intéresser certains. Premièrement, qu'est-ce que la manœuvre de Smith? C'est l'idée de rendre votre hypothèque déductible d'impôt. Super simple. Donc, vous achetez votre maison, l'intérêt que vous payez sur votre hypothèque, normalement, n'est pas déductible parce que vous avez acheté votre maison pour votre propre bénéfice. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour vous loger. Donc, à ce moment-là, l'intérêt sur votre hypothèque n'est pas déductible d'impôt. C'est comme ça pour tout le monde. Au Canada, OK? Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Eux, ils peuvent, en tout cas, je connais pas les règles exactement, là, mais eux, c'est pas comme ça. Mais nous, au Canada, on n'a pas le droit de réduire notre revenu imposable. On n'a pas le droit de déduire, dans le fond, mettre des frais d'intérêt pour réduire notre revenu imposable sur notre hypothèque pour l'achat de notre maison. En gros, c'est qu'on va rendre l'intérêt de notre hypothèque déductible d'impôt. OK? C'est ça un peu la manœuvre de Smith. Bon, j'ai déjà mentionné l'excellent épisode de Finances fondamentales numéro 97. Allez écouter cet épisode de podcast-là. Il explique très bien c'est quoi. OK? Je ne vais pas aller dans le détail là, pour expliquer qu'est-ce que c'est, autre que je vais dire en résumé. Lorsqu'on a accumulé une équité, c'est la différence entre la valeur de notre propriété puis notre hypothèque. OK? Ça, c'est l'équité accumulée. Lorsqu'on a de l'équité d'accumuler sur notre maison, OK, on peut aller réemprunter. La banque va nous permettre de faire une tranche séparée. Puis là, la loi de l'impôt dit que si on emprunte, si on fait un prêt, si on va chercher un prêt dans le but d'aller investir, dans le but d'aller générer du revenu, l'intérêt sur cette dette est alors déductible d'impôt. La manœuvre de Smith, on va aller créer une nouvelle tranche hypothécaire adossée à notre maison, puis on va aller investir avec ça, puis on va rembourser la tranche qui est non déductible d'impôt, la tranche originale, et éventuellement, on va se retrouver avec qu'une dette qui est déductible d'impôt, puis on va avoir éliminé l'autre. Donc, ça fait en sorte que notre dette nous coûte moins cher. C'est un peu l'idée. Mais il faut aller investir, puis il faut aller investir dans du non enregistré parce que ça nous prend des revenus imposables pour contrebalancer les intérêts qui, eux, sont déductibles. Donc, on a besoin du revenu imposable, puis pour avoir du revenu d'investissement imposable, ça veut dire que notre investissement ne peut pas être dans un CELI ni dans un REER. Il ne peut pas être dans un compte enregistré. Okay, donc, ça, c'est en résumé. OK? Puis, Monsieur Finances fondamentales l'explique beaucoup mieux que moi et plus en longueur, point par point. Donc, je vous invite à aller écouter son épisode. Moi, je suis là aujourd'hui pour faire le contre-argument. Puis là, je vous mets un peu de contexte. Pourquoi moi que je veux faire le contre-argument de la manœuvre de Smith? Bien, premièrement, comme j'ai dit, j'ai moi-même transformé mon prêt hypothécaire en prêt investissement de 2012 à 2019. J'ai acheté mon premier condo en 2008. Là, il s'est écoulé 4 ans. En 2012, ma propriété avait gagné de la valeur. Plus à l'origine, j'avais mis 20% de mise de fonds, puis j'en ai remboursé une partie. J'ai été capable d'aller chercher un 50 000 pour investir. Puis en 2012, c'est ce que j'ai fait. J'étais allé chercher un 50 000. Puis j'étais allé en 2017 chercher un 60
75 000 de plus de cette façon-là. Puis l'investissement que j'ai fait avec ces montants-là, c'était pour acheter des actions dans l'entreprise où je travaillais, ont généré des dividendes imposables. Donc ça, je devais ajouter ça à mes déclarations d'impôts. Puis à ce moment-là, l'intérêt que je payais sur les dettes, je pouvais les déduire parce que j'avais des revenus de ces investissements-là. Donc moi, j'ai fait ça de 2012 à 2019. La nuance, pourquoi que je considère peut-être que c'est pas la manœuvre de Smith, c'est que la manœuvre de Smith va se faire plus lorsqu'on va aller investir sur les marchés financiers. Moi, c'était une entreprise privée, c'était une PME. La majorité des gens, l'investissement classique qui va être proposé quand on va parler de la manœuvre de Smith, ça va être d'investir sur les marchés financiers à la bourse. Actions, obligations, actions à dividendes, etc. Donc, c'est un peu la nuance là, que je dirais. Puis, je pense que je n'étais même pas au courant que ça s'appelait, qu'il y avait un nom pour ça. Autre que je savais que je voulais investir, j'avais besoin d'argent, fait que j'ai emprunté. Puis, je me suis dit, ben, c'est pour générer un revenu. Fait que ça, si j'ai des revenus imposables, la dépense que je fais pour aller chercher ce revenu imposable-là doit être déductible d'impôt. C'est comme n'importe quelle entreprise peut déduire ses dépenses. C'est dans cette optique-là que j'ai procédé. Puis là, quand je recevais mes dividendes de ces actions-là, qu'est-ce que je faisais avec ces revenus-là, vous pensez? Ben moi, je voulais rembourser ma dette. Mais là, j'ai deux tranches différentes sur mon hypothèque. Quelle dette je vais rembourser en premier? La dette sur laquelle j'ai un intérêt déductible d'impôt? Ben non, moi, j'aime ça. Le fait que je puisse déduire l'intérêt d'impôt, je vais aller rembourser ma dette avec un intérêt non déductible d'impôt au lieu. Donc ça, on a le droit de faire ce choix-là. C'est ça un peu la mécanique. Donc j'avais des revenus de ces investissements-là et j'allais rembourser la dette originale sur mon condo parce que cet intérêt-là, je ne pouvais pas réduire mon revenu imposable avec ça. Donc, mais tu as le droit de rembourser la dette que tu veux avec le revenu que tu as. Donc ça, il n'y a pas de problème à faire ça. Puis c'est là que, éventuellement, tu te retrouves avec juste une dette qui sert à l'investissement. En réalité, c'est juste que tu as retardé le paiement, tu as fait les paiements peut-être minimum. Puis c'est comme ça qu'on transforme notre dette en dette pour investissement. Mais je n'ai jamais, par contre, emprunté pour investir sur les marchés financiers à la bourse. Jamais. OK? Je l'ai fait parce que investir dans l'entreprise où je travaillais, je les voyais, les états financiers. Je le savais, elle allait nous rapporter combien qu'il allait avoir de dividendes. Le risque était très faible. Puis je savais aussi que la raison pourquoi que j'avais accès à ce bel investissement-là, c'était que le propriétaire préparait son transfert de relève et le propriétaire voulait garder certains employés clés à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout ça faisait beaucoup de sens, c'était très sécuritaire comme investissement. Donc là, ça, c'est 2012 à 2019, 2021 à 2023 aussi, 2024. J'ai fait d'autres choses aussi, j'ai fait d'autres investissements, mais là, on ne parlait plus de manœuvre de Smith parce que rendu là, moi, mon hypothèque originale était complètement payée en 2019. En 2019, j'avais plus de dette qui était à l'origine de l'achat de mon premier condo. Donc, on ne parle plus vraiment de manœuvre de Smith, là. C'est juste une question de déduire les intérêts parce que quand j'emprunte, c'est pour investir uniquement. J'emprunte jamais pour faire d'autres choses maintenant. OK. Donc, fin 2021, OK, là, on est encore dans le contexte. Pourquoi que je veux faire le contre-argument de la manœuvre de Smith? Fin 2021, je suis devenu courtier hypothécaire. Changement de carrière. J'ai décidé de me mettre à temps plein sur le courtage hypothécaire depuis 2021. C'est ce que je fais. Et puis, en 2023, j'ai lu le livre de la manœuvre de Smith pour la première fois. C'était l'année passée, l'été passé. Puis je me rappelle très bien, lorsque je l'ai lu, ce livre-là est très inspirant et très motivant. C'est présenté comme étant quelque chose d'extraordinaire qui va faire en sorte qu'on va s'enrichir, mais vraiment beaucoup. Simplement en faisant des manœuvres qui sont quand même compliquées, OK? Puis c'est difficile de tout comprendre, la mécanique en arrière, mais on nous montre dans ce livre-là des tableaux de voici à quoi ça va ressembler ta valeur nette sans la manœuvre de Smith et voici à quoi ça va ressembler avec la manœuvre de Smith. Et voici ce que ça pourrait donner si tu ajoutes les accélérateurs. Puis là, il y a tout plein de tableaux comme ça, puis là, on voit le montant au final, puis c'est tout le temps des centaines de milliers de dollars de différence. Puis là, on fait « Wow! » C'est vraiment intéressant, la manœuvre de Smith, parce que tout le livre aussi, on nous donne tous les avantages de faire ça, que c'est surprenant que ce soit pas tous les Canadiens qui fassent ça. À la fin de la lecture de ce livre-là, on se sent inspiré, motivé, puis on veut faire la manœuvre de Smith. Ben, tu sais, moi, en réalité, c'est ça, quand j'ai lu ce livre-là, j'avais plus d'hypothèque, mais puis je me sentais quand même hyped. Sauf que, ben là, après ça, je fais « Bon, OK, ben moi, dans le fond, j'en ai plus d'intérêt non déductible d'impôt, fait qu'en réalité,
réalité, je peux juste me concentrer sur, OK, ça va être quoi mon investissement? Est-ce que vraiment je veux emprunter pour cet investissement-là? Mais bon. Mais moi, en fait, quand je l'ai lu en 2023, l'année passée, ça fait 1 an, après ça, je me suis dit, hey, peut-être que je devrais m'accréditer pour aider les autres à mettre ça en place. Puis là, j'ai commencé un petit peu les démarches, puis là, ben, on m'a dit combien que ça coûtait. Et puis, c'est des milliers de dollars que ça coûte pour un courtier hypothécaire. C'était plus que toutes mes dépenses de base que j'ai pour faire du courtage hypothécaire. Donc, ça a plus que doublé là, mes dépenses. Donc là, j'étais comme, non, je pense pas, il faudrait que j'en fasse beaucoup avant que ça vaille la peine et je veux pas nécessairement me spécialiser là-dedans. Je ne sais pas encore. Je connais personne là, qui a fait, moi, la manœuvre de Smith. Et puis, quand j'ai vu le coup, moi, ça m'a un petit peu bloqué. Puis j'ai fait, OK, non, attends, j'aurais aimé ça, là, avoir la formation finale, savoir tous les détails techniques, OK, quel type d'hypothèque, à quelle banque, puis après ça, quel placement. Sauf que, ben, ils donnent pas tout à fait cette information-là dans le livre. Il faut appeler un professionnel accrédité ou le devenir ou acheter le cours. Puis finalement, je l'ai pas fait. Je me suis concentré sur d'autres choses. Donc là, 1 an plus tard, là, je fais un épisode, puis là, je vous explique le contre-argument. Parce que aujourd'hui, je suis moins chaud. J'ai un petit peu cheminé avec, bon, moi, l'utilisation de la dette. Regardez, selon ce qui est écrit dans le livre, puis moi, j'ai tendance à croire, je suis certain que ça a fonctionné pour plein de personnes. Je connais pas personne qui l'a fait, ça, la manœuvre de Smith, comme ça, comme qui est expliqué dans le livre, puis qui s'est enrichi de centaines de milliers de dollars de cette façon-là. Mais j'y crois que ça fonctionne, tu sais, parce que les marchés financiers, de la façon qu'ils ont performé, puis les taux d'intérêt aussi des hypothèques, la façon que ça s'est passé dans les 30 dernières années, je suis convaincu que ça peut fonctionner, que ça peut être une bonne option pour quelqu'un. Fait que je vous dis pas absolument, OK, c'est de la chenoute, allez pas faire ça. Je veux juste faire le contre-argument. Puis ça, c'est important. Dans son podcast Finances fondamentales, il a aussi fait le contre-argument et à la fin du livre aussi, je pense qu'il y a une section qui explique les risques. Je vais développer plus cet aspect-là. Parce que si vous considérez mettre en place la manœuvre de Smith, je pense que c'est important d'avoir les deux côtés de la médaille. Le livre est plutôt du côté que c'est extraordinaire puis que tout le monde devrait le faire puis que c'est un no-brainer. Moi, je vais aller juste soulever certains flags qui font en sorte que je suis content de ne pas l'avoir fait, ou en tout cas, si je me retrouvais dans la situation d'avoir une hypothèque, je suis pas certain que je le ferais. OK? C'est dans cette optique-là, dans le fond, que je vous parle là, en ce moment. C'est que moi, si j'avais à acheter une nouvelle maison avec de la dette puis que je ne pouvais pas déduire l'intérêt, est-ce que je ferais la manœuvre de Smith? Pas nécessairement. Probablement pas. OK? Puis là, je vous explique pourquoi. Premièrement, on va l'emprunter pour investir à la bourse. OK? Puis ça, monsieur Finances fondamentales, il l'a bien dit aussi. Lorsqu'on investit à la bourse, notre investissement peut fluctuer, peut aller à la baisse. Exemple, on pourrait avoir une dette de 200 000 $ et puis s'il y a un crash boursier puis qu'on a acheté pour 200 000 $ de placement à la bourse, nos placements pourraient valoir 100 000 $. Puis là, on se retrouve avec une dette de 200 puis des investissements de 100 quand, en réalité, cette manœuvre-là, on n'était pas supposé faire ça. Là. On était supposé investir pour que ça l'augmente. J'aime pas investir à la bourse pour cette raison-là parce que le capital n'est pas garanti. Ça peut fluctuer. Donc, c'est un engagement long terme parce que la bourse va fonctionner sur un horizon de 5, 10, 15 ans. Donc, ça veut dire que si on décide de faire la manœuvre de Smith avec notre hypothèque, il faut s'engager sur 5, 10, 15 ans. Il faut s'engager à long terme. On s'attache avec une stratégie. Puis, ben moi, côté indépendance financière, quand on s'attache à une stratégie financière, moi, ça ne fit pas avec ma conception de l'indépendance financière. Moi, j'aime ça, avoir mes billes placées, oui, mais là, j'ai l'impression que mes finances sont fixées puis que je peux pas les changer si j'ai une opportunité qui arrive. Si l'opportunité, elle arrive pendant que mes billes sont placées puis qu'il y a eu un crash boursier, puis c'est souvent là qu'il y a des opportunités, ben là, je suis un petit peu pris, tu sais, il faut que je continue avec ma stratégie parce que en réalité, j'ai commencé ça, la manœuvre de Smith, donc il faut que je continue. Donc moi, j'ai un petit peu un blocage. Puis là, probablement que la personne qui est accréditée de la manœuvre de Smith va dire, ben non, telle solution, telle solution, telle solution. Mais bon, ça me fait peur parce que je veux, moi, conserver ma marge hypothécaire en réalité pour des opportunités d'investissement qui vont être plus payantes que les marchés financiers. Donc, pour cette raison-là, je ne suis pas prête à geler toute l'équité de ma maison sur la manœuvre de Smith dans les marchés financiers. Je voudrais que ça reste disponible, moi, au cas qu'il y ait une opportunité beaucoup plus payante. Tu sais, les marchés financiers, on parle de, si tout va bien, sur le long terme, un long horizon, il faut que tu le laisses longtemps, 7, 8%, 10%, si t'es chanceux. Ben, moi, les investissements, quand je vais emprunter, ça va être du 25. Il faut faire du 20, 25 et plus % de rendement sur notre placement. Ça arrive, mais c'est
pas sur les marchés financiers, ça va être plutôt des opportunités qui vont être des entreprises privées ou des trucs où est-ce qu'on va être vraiment bien placé ou qu'on va avoir les connaissances pour faire cet investissement-là. Donc ça, c'était mon premier contre-argument, là, le fait que c'est un engagement à long terme, mais moi, j'aime ça avoir, ma marge hypothécaire pour peut-être d'autres choses. Ensuite, la complexité. Donc là, ça revient encore avec l'indépendance. C'est compliqué là, de faire ça. Il faut faire à chaque paiement. En tout cas, là, je ne l'expliquerai pas, là, la mécanique dans le podcast. C'est pas le but, OK? Mais en gros, à chaque paiement hypothécaire que tu fais, il y a une partie qui va rembourser ton capital. Ce capital-là, tu peux aller le remprunter sur ta marge. Donc là, tu vas ensuite l'investir dans un compte non enregistré. Mais après ça, tu vas avoir les intérêts que tu dois payer. Ou peut-être les intérêts vont s'additionner directement au solde. Bref, je ne sais pas tout ça. Pour moi, cette mécanique-là, puis après ça, il y a un mécanisme pour l'impôt. Il faut être très prudent aussi. Il y a des règles spécifiques. Il faut que ce soit des comptes séparés. Puis, c'est quel type d'investissement sur les marchés exactement qu'on doit mettre pour que ça rapporte les bons dividendes, que ça rapporte les bons revenus imposables, qui va faire en sorte que nos intérêts vont être vraiment déductibles. Après ça, c'est quoi la mécanique pour rembourser? Bref, vous m'entendez, là, je suis épuisé mentalement. La complexité, ça a l'air difficile de le faire soi-même. Puis arrête pas de le dire dans le livre qu'il faut aller voir un expert accrédité. Puis moi, l'indépendance, j'aime ça comprendre, j'aime ça le faire moi-même, j'aime ça être indépendant. Donc, ça ne fit pas dans ma façon de penser. Toute la complexité liée à ça, OK? Il y a des subtilités avec les transferts d'argent, les types de comptes, les types de revenus, les types d'investissements. Donc, je veux comprendre tous les détails de mes investissements. C'est comme ça que je dors la nuit. C'est comme ça que je suis indépendant financièrement. Donc, ça, c'est mon deuxième contre-argument. Si vous êtes comme moi et puis que vous aimez comprendre ce qui se passe avec votre argent, la manœuvre de Smith, peut-être que vous allez aller au fond des choses puis que votre professionnel, il va vous expliquer comme il faut puis que ça va être correct. Okay? Mais ça, c'est une crainte que j'ai. Donc, ça fait partie de mes contre-arguments. Puis des craintes que j'ai, c'est la complexité. Moi, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle, en anglais, c'est The Simple Path to Wealth. C'est un livre que j'ai adoré. C'est la stratégie la plus simple pour s'enrichir. Investir dans un seul fonds. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, les finances personnelles. On n'est pas obligé là, de s'attacher avec des trucs complexes. On peut garder les choses simples, puis on va s'enrichir encore plus, je pense, en gardant les choses simples, parce que là, on va pouvoir aller à l'essentiel, puis faire plus de revenus. Ça, c'était le contre-argument de complexité. Ensuite, le contre-argument de risque. OK? Parce qu'on achète notre maison, puis là, on a une dette en arrière. Dans le fond, c'est notre maison, pour nous, qui garantit le risque de notre dette. Dans le sens que s'il arrive quelque chose, on doit du jour au lendemain vendre. Normalement, notre maison, elle va avoir la valeur pour rembourser notre hypothèque, puis on va être correct. Typiquement, notre dette, elle va diminuer. Puis éventuellement, on va avoir une maison complètement payée. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est que en réalité, on garde la plus grosse dette possible sur notre maison, jusqu'à 65%. Puis on investit avec ça. Je suis pas un fan. On ajoute ce risque-là. Une dette est une dette, la perte financière, parce que les taux d'intérêt, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça peut augmenter. Les marchés financiers, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ça peut monter, descendre. Ça l'a bien monté pendant 100 ans. Ça veut-tu dire que pendant les 20 prochaines années, il n'y a pas une chance qu'on se retrouve dans le trou en 20 ans? Ça serait la première fois que ça arrive dans l'histoire. Les choses, là, arrivent toujours pour la première fois à un moment donné. Mais c'est ça. Ça dépend où est-ce qu'on veut avoir notre risque. Je trouve notre maison, notre logement. C'est une bonne base solide pour notre patrimoine. Puis j'aime ça, moi, voir que c'est là. Puis après ça, on prend notre argent supplémentaire, puis on va le mettre à risque sur les marchés financiers. S'il arrive de quoi, on est diversifié, on a un endroit où se loger. Pour moi, c'est un petit peu mieux, ça, que d'avoir tout d'emprunter, puis c'est les marchés financiers. Puis il y a les règles que j'ai mentionnées dans le dernier podcast des 5 étapes pour avoir la paix financière, devenir propriétaire, puis atteindre l'indépendance financière. Lorsque j'emprunte pour investir, je veux que ce soit rentable, donc pas juste du 7-8%, on va vouloir du 20-25%. Puis je veux que ce soit rapide, ça va ensemble, ça va avec la rentabilité. Je veux que ce soit rapide pour pouvoir rembourser la dette. Puis les marchés financiers, c'est pas le cas. C'est une stratégie qui va être long terme, parce que dans le futur, ça va être aussi bon.
Là, déjà que les taux d'intérêt dans les 2 dernières années, ça rendait, je pense, la manœuvre de Smith un petit peu moins le fun, un petit peu moins rentable. Mais si c'est juste un flou puis qu'on continue avec les taux d'intérêt bas, imagine, là, on va peut-être... La balloune, va continuer combien de temps avec les marchés financiers? Là, les valeurs boursières, je sais pas, moi, 50 fois les revenus. On est complètement dans des ratios fous. Est-ce que ça va continuer encore 10, 20, 30 ans? Quand est-ce que ça va exploser, cette bulle-là? T'sais, on ne le sait pas. Ou ça l'explosera pas, puis ça va juste comme stagner, puis ça va comme rattraper sa valeur tranquillement avec le temps. Ça va stagner pendant 10 ans. Je sais pas. On ne sait pas ce que ça fait, les marchés financiers. C'est ça. Là, il y a un risque. C'est pas comme notre maison où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on le sait qu'il y a plein de personnes qui doivent habiter quelque part, puis ça fait en sorte que notre maison, si on a acheté une maison qui va toujours être en demande par des familles, qui n'est pas comme un château nécessairement, ou une maison weird quelque part que personne ne va aller rester, la valeur de notre maison, ça va rester, là, ça va être correct. C'est pas comme les marchés financiers. Pour moi, là, cette stratégie-là, c'est une stratégie qui joue un peu avec l'impôt. Je ne vais pas me laisser dicter par une stratégie fiscale. Regarde, mon impôt, là, c'est correct, là, la loi de l'impôt en bout de ligne, il essaye de te catcher tout partout. Tu sais, on va y aller en ligne droite. Je fais un revenu, je dépense de l'argent, je paye mon impôt. Tu sais, c'est pas compliqué. Moi, c'est un peu là que je suis rendu avec tout ça, puis le gouvernement, puis je pense qu'on devrait être imposé éventuellement sur la fortune, pas juste sur le revenu, pour l'équité. Tu sais, moi, les inégalités, ça me tient à cœur. La distribution de richesse, le gouvernement, c'est normal, ça prend ça, parce que sinon, il y a des abus. Sinon, ceux qui ont plus d'argent s'enrichissent toujours de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'il y ait une guerre, jusqu'à ce qu'il y ait un rééquilibrage quelque part. Il faut redistribuer ça à un moment donné. Puis là, les gens qui accumulent des milliards de dollars, les milliardaires, il faut imposer le capital. Parce que c'est de plus en plus facile quand tu as du capital de faire plus de capital. Puis là, ben c'est pas juste. Il faut récompenser aussi la création de valeur. Pas juste récompenser les plus riches. Ça se peut, là. Tu sais, je dis pas de pas le faire. Je vous donne mon opinion. Je vous dis juste que moi, je l'ai pas faite. Puis que si c'était à refaire, que si je recommençais à zéro, je suis pas certain que j'embarquerais là-dedans. Mais quand vous allez lire le livre, quand vous allez rencontrer un professionnel qui va vous montrer les tableaux de projection de ce que ça pourrait ressembler votre patrimoine dans 15, 20, 30 ans, si vous faites la manœuvre de Smith, c'est sûr que ça va être beau. Parce que c'est sûr que l'effet de levier, ça va plus vite. Okay? Mais l'effet de levier, c'est un risque. Une stratégie fiscale, il y a des frais, il y a des coûts, on est attaché. Puis oui, ils vont vous dire, ben oui, tous ces coûts-là, c'est pas grand-chose comparé à combien d'argent tu vas faire. C'est ça l'argument. Ben moi, j'étais là pour faire le contre-argument aujourd'hui, puis je pense que c'est ça que j'ai fait. En résumé, ben c'est peut-être pas nécessaire là, d'aller vers la manœuvre de Smith, mais je vous empêche évidemment aucunement de le faire. L'alternative à tout ça, moi, je vous dirais mon plan en 5 étapes. Le plan en 5 étapes, il est simple. Vous avez le contrôle, vous avez l'indépendance financière. Il n'y a pas de stratégie compliquée là-dedans. On va faire son développement personnel, on va augmenter son revenu, on va dépenser ce qu'on gagne ou moins. On n'ira pas s'endetter, on va bien vivre, on va augmenter notre revenu. Les 5 étapes, on va avoir la paix financière. On n'aura pas d'anxiété, puis on a la possibilité de s'enrichir. On peut réfléchir à comment devenir riche. On a toute cette capacité-là de voir certaines opportunités arriver. Le monde est tellement complexe, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire pour arriver avec de la valeur. Il y a des opportunités d'affaires dans tous les domaines, mais c'est certain que si on est endetté, si on a un gros paiement de voiture, si notre vie roule à 100 000 à l'heure parce qu'on a un gros train de vie, parce que entre les voyages, puis notre travail, notre métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être qu'on passe à côté. Donc la manœuvre de Smith, c'était le contre-argument. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel
à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.